chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Jeunesse et Développement. Autant que le président de la République, chef de l'État et son gouvernement se font violence pour éradiquer la guerre de l'Est et maintenir la paix, autant que nous aussi, la population en général et les jeunes en particulier, devrions vraiment participer, devrions contribuer, devrions accompagner ce processus pour la réussite de cette opération, pour que la paix puisse régner, la sécurité et le respect des droits de l'homme soient garantis en République démocratique du Congo. Normalement, en cette période d'un état d'urgence, tout le monde devrait regarder à la même direction, opposants ou non opposants. Nous devions vraiment réfléchir dans quelle mesure on peut répondre aux besoins des victimes de guerre, surtout à l'est du pays. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une délégation d'une structure qui est dénommée SOS IJM. Voilà. C'est représenté par Maître Justin et Madame Laura et Monsieur Honorable. Voilà, Honorable Matandi qui sont avec nous sur ce plateau. Nous allons échanger sur les violences et surtout, nous allons parler de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, peut-être nombreux ne le connaissent pas ou ne maîtrisent pas ces concepts, mais aujourd'hui, on aura quand même quelques éléments, quelques détails pour savoir comment cette justice peut fonctionner, quel est le parallélisme entre cette justice transitionnelle et la justice du droit pénal. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais commencer par Maître Justin, pour nous parler brièvement qu'est-ce qu'on peut comprendre de la justice transitionnelle en cette période que traverse la République démocratique du Congo. Alors, exactement, justice transitionnelle, c'est une justice qui n'est pas permanente, qui n'est pas ordinaire. Ce sont des mécanismes qu'on développe pendant une période bien déterminée, dans le temps et dans l'espace, pour réprimer un certain nombre de crimes, généralement des crimes en tout cas internationaux, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ou des crimes de génocide. On parle même actuellement aussi des crimes d'agression, même s'il y a encore des petites choses qu'il faut clarifier là-dessus, parce qu'on sent qu'il y a plusieurs raisons qui voudraient à ce qu'on puisse développer ces mécanismes spéciaux, et généralement parce qu'il y a beaucoup de questions régionales ou internationales qui entrent, qui feraient à ce que certains présumés auteurs ne puissent pas vraiment avoir la possibilité d'être jugés par la justice nationale. C'est pour ça que la communauté internationale généralement se mobilise pour développer ces mécanismes de justice transitionnelle, mais c'est dans le sens en tout cas de lutter contre l'impunité et d'obtenir la garantie de non-répétition des crimes, mais en même temps de se rassurer que les victimes ont obtenu à la fois des réparations individuelles et collectives. La justice transitionnelle ne vient pas donc remplacer la justice ordinaire ou la justice pénale d'un pays ou la justice civile, mais elle intervient de manière complémentaire, là où on sent exactement que la justice nationale a des limites. Maître, est-ce qu'aujourd'hui la coopération plus étroite entre les gouvernements et l'ONU, et ainsi que la société civile, peut être exigée dans notre pays? Je pense que la coopération elle est permanente, parce que partout où il y a eu le développement des mécanismes de justice transitionnelle, c'est à l'initiative, à la demande toujours du gouvernement en place, pour dire qu'il y a eu ces frais des exactions dans notre pays. Nous avons besoin que la communauté internationale nous vienne en aide. C'est dans les cadres-là que c'est généralement à l'initiative aussi des Nations Unies qu'il y a des résolutions qui sont prises, à la demande bien sûr du gouvernement. Et à travers ces résolutions, on détermine la forme dans laquelle la justice transitionnelle, les mécanismes de justice transitionnelle vont se développer dans un pays X qui les demande à ce moment-là. On l'a vécu pour l'ex-Yougoslavie, on l'a vécu pour le Rwanda, actuellement c'est la Centrafrique à côté de nous, les Soudans du Sud, et à la demande aussi. On a eu ce qu'on appelle les tribunaux internationaux pour le Liban ou pour le Japon, le tribunal de Tokyo.
Ce qui fait que oui, la coopération, je pense qu'elle est très très importante. Et d'ailleurs récemment, lorsqu'il y a eu la dernière réunion du Conseil de sécurité, on a senti que la France a voulu à ce que ces mécanismes puissent s'accélérer dans notre pays, mais en passant par la mise en place d'une stratégie nationale qui va déterminer comment les différents piliers de justice transitionnelle vont se développer dans notre pays. C'est ça, je pense, la demande aussi du docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix, qui voudrait que ces mécanismes puissent être effectifs en RDC. Oui, maître, je vais donner aussi la parole à l'honorable. Honorable, bonjour, encore une fois. Bonjour, monsieur le juge. Oui, en tant qu'honorable, nous savons que dans le cadre du dialogue renforcé sur la situation des droits de l'homme en RDC, tenu par le Conseil des droits de l'homme récemment, on nous dit toujours qu'il y a quand même des progrès dans ce sens-là, mais il y a encore des défis à relever. Par où on va commencer par rapport à ce que nous voulons parler aujourd'hui sur la justice transitionnelle? Par rapport aux défis à relever, nous savons bien que la justice transitionnelle, c'est une nécessité, c'est d'ailleurs un impératif pour la RDC au regard des atrocités qui ont été connues par toute la population, et particulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, par où commencer? Nous nous disons d'abord, il faut commencer par l'identification des victimes. Nous savons qu'on en parle, mais il faut localiser les sites, les lieux où ces atrocités se sont commises à travers l'étendue du territoire national. Nous connaissons bien qu'il y a beaucoup de concitoyens qui ont souffert et qui continuent à souffrir des méfaits de ces crimes, mais qui sont retranchés dans l'arrière-pays, alors que justice devrait être faite. Donc on doit commencer par identifier toutes les victimes ainsi que les sites, et suivra maintenant d'autres modalités liées à leur organisation, parce qu'ils continuent à réclamer justice, ils continuent à réclamer réparation, mais avant de procéder à la réparation, bien évidemment, il faut qu'ils soient identifiés. Et bien entendu qu'on devra aussi chercher à connaître les contextes des atrocités subies par les uns et les autres. C'est un long processus, mais qui s'avère aussi très urgent. Très urgent parce que au fur et à mesure que le temps passe, il y a des traces qui s'effacent. Il y a des victimes qui disparaissent, qui décèdent, et même des preuves qui sont dissimulées. Et nous, on s'est dit, il est très important que la République, que tous les acteurs impliqués dans la gestion du pays, parce qu'ils ont pour mission de gérer cette population, de rendre justice à cette population. C'est l'une des missions régaliennes d'ailleurs d'un État. Et il serait très important que cette question attire l'attention particulière de tous les intervenants à tous les niveaux pour déclencher ces mécanismes, ces processus devant conduire à la réparation et dans sa globalité, qui devra aussi viser bien entendu le découragement de tous ceux qui se donnent le courage ou les lix ou qui font l'aventure, pensant que c'est une république où l'on peut commettre des crimes sans que l'on ne réponde devant la justice. Merci, honorable. Mais s'il faut ajouter une deuxième question avant de rebondir sur les piliers de la justice transitionnelle, quel peut être le lien entre la justice transitionnelle et le développement de la RDC? Le lien entre la justice transitionnelle et le développement de la RDC, vous connaissez bien que quand on a subi des atrocités, quand on a été victime de crimes et qu'il n'y ait pas justice, on reste blessé, on reste traumatisé. Et des personnes dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas espérer un développement avec une société qui a accumulé autant de blessures, avec une société qui continue à souffrir les maux du passé sans réparation. Et donc il y a un lien très étroit entre la justice transitionnelle
et le développement. Merci. Maître, vous pouvez ajouter un élément par rapport à ces liens entre la justice transitionnelle et le développement de notre pays, parce qu'aujourd'hui nous disons le mal du Congo ne provient pas d'ailleurs, le mal provient de nous-mêmes. Dans tout ce qui se passe à l'est du pays, les gens qui sont à la base de tout ça, parmi nous ici, ils sont là. Mais est-ce qu'on peut être dans la joie par rapport au sang de nos frères qui coulent? Ça fait des années, des milliers d'enfants qui continuent à mourir, mais les gens ne s'inquiètent pas. Exactement, je pense qu'il y a un lien qui est vraiment étroit entre le développement des mécanismes de justice transitionnelle et le développement d'un pays. Et comme vous le savez, la plupart des pays post-conflit se sont développés grâce au fonds de réparation. Parce que c'est en termes de millions qu'on a des fonds qui viennent, notamment par la solidarité de la communauté internationale, mais aussi parce qu'il y a des présumés auteurs qui sont condamnés et qui avaient amassé suffisamment de fonds, suffisamment de moyens matériels et financiers par les crimes, et tout cet argent est saisi par la justice et orienté vers le développement des pays. Mais dans les cas d'espèce en ce qui concerne la RDC, c'est vrai qu'il faut saluer tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement congolais à travers l'état de siège par exemple, mais il reste un fait aussi que tant qu'on aura la guerre, il y a beaucoup de fonds qui sont investis, qui devraient en principe être orientés vers le développement de notre pays, vers l'éducation, vers le développement de la santé, ainsi de suite. Et il me semble aussi que dans la plupart des pays où il y a eu des situations comme celle de la RDC, après, quand on quitte cette situation quand on entre dans la situation de post-conflit et qu'on commence à réfléchir au développement, l'armée contribue même au développement parce qu'à ce moment-là, l'armée n'est plus seulement orientée dans des guerres, mais à travers, par exemple, son service de génie militaire, l'armée peut contribuer à la construction des routes, à la construction des hôpitaux, ainsi de suite. Et c'est surtout ces grands pourcentages de budget qui est généralement orienté dans la guerre, qui devrait plutôt être orienté dans les actions de développement, qui nécessitent d'être capitalisés. Donc c'est là généralement qu'il y a ces liens directs, en tout cas, qui est trop étroit entre les mécanismes de justice transitionnelle et le développement d'un pays. On pourrait revenir suffisamment sur ces éléments lorsqu'on va parler des différents piliers qui constituent la justice transitionnelle. Merci. Madame Laura, par rapport au bien fondé de votre structure, quelles sont les actions menées déjà sur le terrain en termes de droits, en termes de plaidoyer par rapport aux droits de l'homme et par rapport aussi à la justice de notre pays? Eh bien, merci pour la parole. Comme vous voyez déjà le document que vous tenez en main, c'est seulement d'avoir un échantillon du travail déjà abattu, mais on compte aller plus loin avec d'autres acteurs qui nous soutiennent et qui nous prêtent main forte, et d'autres qui ont allé plus loin pour identifier d'autres sites là où il y a eu de crimes. Mais et comme vous le savez, jusque-là, on met notre plaidoyer. On a déjà été au ministère, on a vu le vice-ministre de la Justice, on lui a présenté nos doléances. Et bon, pas nos doléances directement, mais les doléances des survivants. Parce que c'est eux qui ont vraiment besoin de fruits de nos plaidoyers qu'on mène. On a été voir d'autres acteurs qui nous soutiennent dans le processus, comme la CNDH. Et on n'a pas fini jusque-là, on continue. Et même au Sud Kivu, il y a eu d'autres actions qui ont été menées. L'honorable Mieux Placé et Maître Justin Bayrou, pour vous donner peut-être des preuves concrètes du travail qui a déjà été abattu jusque-là. Et nous continuons, même à travers cette émission, c'est aussi un plaidoyer parce que nous sommes conscients que ça va toucher les acteurs compétents et toutes ces personnes qui doivent vraiment intervenir quant à ça. Donc on continue notre combat. Et dans ce processus, le temps que Maître puisse nous parler des piliers de la justice traditionnelle, qu'est-ce que doivent faire les jeunes, nous les jeunes, quel peut être notre apport dans ce processus? Parce que parfois, les jeunes sont distraits, les jeunes sont
comme des marchepieds des politiciens. Les politiciens attendent le moment des élections pour appeler les jeunes, pour applaudir, acclamer. Mais la question essentielle de nos frères et sœurs, parfois, c'est négligé. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? Maître. Les jeunes, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer dans le cadre des processus de justice transitionnelle. Parce que vous savez que généralement on dit que l'avenir de la nation repose entre les mains de la jeunesse. Et je pense que c'est aujourd'hui plutôt et pas seulement demain. Parce que c'est cette jeunesse qui a souffert suffisamment par rapport à tout ce qu'on a connu comme atrocité dans notre pays. La première chose pour la jeunesse, c'est la prise de conscience. Au fait, il faut que la jeunesse comprenne que tout ce qu'on a connu comme exaction dans notre pays doit s'arrêter. Et que comme jeune, tout le monde a l'obligation de s'impliquer pour que demain après demain, on ne connaît plus de guerre, on ne connaît plus cette situation où il y a eu toujours des guerres à l'est, au Kasaï, à Yumbi, et ainsi de suite, dans le Congo central, mais plutôt qu'on se dise que désormais nous avons une nation debout et c'est la jeunesse qui doit suffisamment contribuer pour son émergence. Et quels sont aujourd'hui les besoins des survivants, des victimes de violences qui continuent toujours de l'autre côté? Comment vous localisez ces besoins ou comment vous situez ces besoins-là? Alors, ces besoins sont exprimés par les victimes ou les survivants et survivantes directement eux-mêmes. Oui. Nous avons mené des consultations dans des sites comme Katogota, comme Kanyola, Bukavu, Kavumu, Kabare. Mais il y a d'autres sites comme, je peux citer Kasika, il y a eu à l'époque des femmes enterrées de manière, en tout cas, si on peut le dire, enterrées vives, des personnes qui ont été enterrées comme ça. Il y a beaucoup de besoins et ces besoins se retrouvent dans tous les piliers qui sont prévus par les mécanismes de justice transitionnelle. Quels sont ces piliers? Les premiers besoins d'ailleurs se retrouvent dans les premiers piliers. La nécessité d'avoir un tribunal pénal pour la RDC, un tribunal pénal international, si pas des chambres mixtes spécialisées. Quand pas de spécialisées, ça signifie qu'on devrait avoir des magistrats étrangers suffisamment expérimentés qui viendraient travailler avec les nôtres. Nous avons aussi des bons magistrats en tout cas. Pourquoi étrangers? Oui, parce que quand on parle des étrangers, ça suffit. Ceux qui ont fait des preuves ailleurs, par exemple ceux qui ont travaillé avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ceux qui ont travaillé pour le tribunal pénal international pour le Liban, et ils sont nombreux aussi qui ont travaillé ailleurs, qui viendraient à renforcer les magistrats congolais pour travailler ensemble. J'espère que vous comprenez cet élément-là. C'est là où on voudrait avoir des chambres mixtes, où on a des magistrats étrangers et congolais qui travaillent ensemble. Mais les Nations Unies pourraient aussi décider, pourquoi pas, de créer un tribunal pénal international pour la RDC. On en a connu ailleurs, ce qui fait que ça permettrait à ce qu'on puisse juger ces présumés auteurs, parce qu'il y a l'élément d'extranéité aussi. Donc le conflit congolais n'est pas seulement interne, il est régional, il est international. Il y a des personnalités qu'on devrait en principe poursuivre, mais qui ne sont pas des ressortissants congolais. Si on a ce tribunal pénal international qui est créé par les mandats onusiens, on aurait la possibilité de les poursuivre. Tout à fait. Alors l'autre volet, par rapport aux besoins, c'est qu'il est lié au niveau des réparations. Les réparations doivent être individuelles, mais aussi collectives. Je voulais saluer les avancées par rapport à la table ronde qui a été organisée à l'initiative de la distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru, en octobre 2021. On a vu pour une fois que notre plaidoyer est arrivé à un niveau très supérieur parce que son Excellence Monsieur le Président de la République a été là. Son Excellence Monsieur le Premier ministre avec beaucoup de membres de son gouvernement ont été là et beaucoup de personnalités ont été là. Et c'était l'occasion de rappeler la nécessité de créer un fonds au profit des victimes. Lorsqu'on parle de ces besoins relativement aux réparations individuelles, c'est parce qu'on s'est dit qu'il y a des préjudices qui ont été subis directement par des survivants et survivantes, par des victimes, qui nécessitent à ce qu'on puisse accéder quand même à une forme de réparation ou de réponses, même si ça ne peut pas réparer à 100% individuellement. Mais il y a des réparations collectives, il y a des endroits où des écoles ont été détruites, il y a des endroits où des églises ont été saccagées, il y a des endroits où il n'y a plus de routes parce que tout le monde a été obligé de fuir. Et il faut aujourd'hui redorer la vie au niveau de toutes ces communautés-là. Mais il y a la question ou les volets aussi qui concernent la vérité et réconciliation. Il faut au fait qu'à un certain moment, ces compatriotes viennent nous dire
pourquoi ils étaient obligés de recourir à des armes, pourquoi ils étaient obligés de tuer leurs compatriotes pour raison de contrôle de pouvoir. Et la vérité réconciliation, c'est un autre mécanisme, c'est une autre aussi stratégie ou un pilier de la justice transitionnelle qui voudrait à ce qu'on puisse aboutir à l'aspect des non-répétitions. Donc, on s'exprime et puis on s'engage à ne plus revenir sur cette atrocité-là. Oui. C'est l'aspect des l'engagement à des non-répétitions. Mais au finish, il y a les renforcements des services de sécurité et de justice. Parce que si nous avons suffisamment une justice efficace, elle devrait être en mesure de répondre là où nous demandons que la justice transitionnelle vienne intervenir. Mais en même temps, les services de sécurité et de justice, comme vous le savez, il faut qu'on renforce suffisamment la police, mais aussi l'armée, qu'on donne les moyens nécessaires à nos services, mais même les services de sécurité comme les services de la NER, ainsi de suite, la DGN, pour faire en sorte que prochainement, on puisse plus connaître cette mésaventure sur notre territoire et qu'on se rassure que nous sommes désormais une nation d'écoute. Alors nous plaidons, c'est là que résident tous ces besoins des victimes, que ces processus puissent se matérialiser, que tous ces piliers puissent être fonctionnels, mais ça doit être couché dans ce qu'on appelle une stratégie nationale holistique. Comme je l'ai dit au début, le docteur Denis Mukwege plaide pour que la RDC puisse disposer de cette stratégie nationale holistique. Et avec le temps, je sens que les débats remontent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je l'ai dit que récemment, même la France a plaidé pour la mise en place de cette stratégie. C'est le document en fait qui doit déterminer comment tous les processus de justice transitionnelle sera mis en application dans notre pays. Ok, merci Maître Justin. Je crois que c'est l'appel que nous lançons à la population congolaise. Cette situation de l'Est, ça doit préoccuper tout le monde. Normalement, on parlerait moins, on exigerait moins du gouvernement autre chose que la justice transitionnelle dans notre pays. Mais est-ce que, Maître Honorable, on peut parler de l'état des droits sans parler de la justice transitionnelle dans un pays comme la nôtre? Merci encore pour la parole. Il est vraiment difficile, au regard de l'histoire de notre pays, de parler d'un état de droit sans justice transitionnelle. Voilà. En tout cas, c'est du domaine de l'imaginaire. Si l'on peut se dire que, bien sûr, nous saluons, comme on l'a dit au départ, les efforts du chef de l'État, le président de la République, qui est en train de fournir autant d'efforts pour que notre pays recouvre sa situation d'un pays de droit, d'un état de droit, mais il sera illusoire au finish de parler de l'effectivité d'un état de droit sans justice transitionnelle, au regard de la réalité même du pays, de notre pays. Tout à fait. Maître, s'il faut ajouter un élément sur les différentes formes ou les mécanismes de la justice transitionnelle, nous pouvons les répertorier comment pour que cette fois-ci, que cette justice transitionnelle soit vraiment effective dans notre pays? Alors, je vais résumer en disant que nous avons besoin du volet pénal. Donc, il faut un tribunal pénal pour la RDC. Et si ce n'est pas le cas, il nous faut des chambres mixtes spécialisées, ce qui va permettre de juger tous ces présumés auteurs qui continuent de courir alors que les exactions ne sont pas encore arrêtées. J'ai dit qu'il y a nécessité d'avoir un processus de vérité et réconciliation pour aboutir au finish à la non-répétition des crimes. J'ai dit aussi que nous avons besoin de renforcer les services de sécurité et de justice pour que notre pays soit suffisamment sécurisé. J'ai dit enfin qu'on a besoin de créer un fonds national au profit des victimes. Et ça, c'est le débat qui est d'actualité. Et j'ai salué là-dessus les avancées par rapport à notre gouvernement, par rapport à tous les acteurs qui s'y engagent. Mais peut-être là, il faut rappeler que lorsqu'on met en place de tels mécanismes, on procède par ce qu'on appelle les vetting. Les vetting, ça signifie que les victimes plutôt ne voudraient pas voir demain les mêmes bourreaux animer ce genre d'institutions. En même temps, il faudrait qu'on tienne compte des personnalités ou des organisations qui ont suffisamment d'expérience là-dessus pour que ces organisations ou ces personnalités puissent être impliquées dans les processus. Et on voudrait que les fonds ne puissent pas allouer un pourcentage, en tout cas exagéré,
au niveau du fonctionnement institutionnel, pour que les véritables besoins qui se posent à la base puissent plutôt trouver des solutions, de sorte qu'on se rassure que les victimes accèdent en fin de compte à ces réparations, comme vous l'avez dit, à la fois individuelles mais aussi collectives. Donc brièvement, je crois que c'est ça, c'est là où se réside à tous ces piliers, même si je ne l'ai pas dit de manière scientifique, pour que les téléspectateurs de la RTC puissent saisir la quintessence de notre intervention. Et je vous rassure que cette émission, cet espace dédié aux jeunes et au développement, on ne va pas s'arrêter seulement à ces numéros. Nous devons vraiment sensibiliser, apporter votre voix pour que l'autorité compétente puisse vraiment puisse avancer, accélérer le mécanisme pour que la justice transitionnelle soit opérationnelle dans notre pays. Mais je ne sais pas s'il y a une question qui n'a pas été posée par rapport à tout ce que nous avons besoin de parler par rapport à ces sujets. Est-ce que, honorable, qu'est-ce que vous pensez oui, par rapport à tous ces débats, certainement que dans les 30 minutes, il est difficile d'aborder toute la thématique. Ouais. Mais je voudrais mentionner ici, avant de terminer, que localement, au niveau de la province du Sud-Kivu, les députés provinciaux ont déjà entrepris autant d'actions. Nous avons eu une commission qui a sillonné nombreux sites mémoriaux où les crimes se sont commis dans la province du Sud-Kivu. Les députés ont été sur terrain en contact direct avec les victimes et les ont écoutés par rapport à leurs besoins. Et les députés sont même allés au-delà parce qu'il y a des sites qui sont connus comme Kasika, Makobola, mais ils sont allés au-delà pour découvrir d'autres victimes apparemment oubliées et d'autres sites. Enfin, je voudrais aussi signaler que au niveau de la province du Sud-Kivu, l'Assemblée provinciale est en train de préparer, il y a des députés qui ont pris l'initiative de préparer la mise en place, la proposition d'un édit portant protection des sites mémoriaux. Parce qu'il y a des sites qui ne doivent pas disparaître, qui sont historiques dans les atrocités commises à notre population, mais aussi qui devront servir lors de la mise en place des différents mécanismes liés à la justice transitionnelle. Et donc il y a des efforts sur place qui sont en train de se dérouler. Et nous espérons bien qu'avec l'appui du gouvernement central et d'autres autorités, ainsi que l'implication des différents acteurs sociaux, ainsi que les humanitaires, les Nations Unies, chacun en ce qui les concerne, on pourrait arriver à consoler tant soit peu cette population longtemps martyrisée et qui attend justice jusqu'à ce jour. Voilà, cette population qui entend justice jusqu'à ce jour, cette population qui souffre, qui a vraiment des milliers de personnes qui sont parties, mais par rapport au fonds, à la création de fonds, maître, moi j'aimerais demander, est-ce que c'est impossible que nous les Congolais, nous tous les Congolais, par rapport à tout ce que nous avons comme dimension du pays, si chaque Congolais devrait contribuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on en parle moins, les politiciens en parlent moins. Contribuer pour ces problèmes, pour les victimes vivantes. C'est-à-dire $1 à chacun. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que votre structure a aussi des idées pareilles pour quand même sensibiliser la population? Parce que pour d'autres choses, on en parle facilement, des rames et tout ça. Mais ici, par rapport à ces problèmes de nos frères et sœurs de l'Est, les Congolais ne peuvent pas contribuer, toi et moi, et celui qui nous suit maintenant. En dehors du gouvernement, en dehors de la politique. Je voulais mentionner que oui, c'est possible. Et c'est possible que tout le monde se dise que par rapport à tout ce qui s'est passé, je suis aussi concerné, directement ou indirectement. Je peux donner $1, 1000 francs, et ça peut faire quelque chose. Et je crois que oui, on y est presque, parce que le gouvernement a prévu beaucoup de sources de financement par rapport à ces fonds-là.
Et dans le cadre de notre travail, nous avons un programme qu'on appelle Just the Future. Donc Oui. nous croyons à un avenir meilleur. C'est plusieurs organisations qui y travaillent. Oui. L'engagement de toutes ces organisations au niveau du site Kivu, au niveau national, au niveau du Nord Kivu, dans toutes les provinces qui ont souffert. L'engagement des députés provinciaux comme c'est principalement tout seigneur, tout honneur, en tout cas du site Kivu, mais aussi du Kasaï central, parce que c'est là où nous avons déjà des élus, nous tendons à les avoir. Et l'engagement de tout Congolais, de toute Congolaise, de faire en sorte que prochainement, on dispose d'un fonds global au profit des victimes. Et moi, je suis convaincu qu'il y aura toujours ce lien entre la justice transitionnelle et le développement en RDC. C'était Maître Justin Bayeriwe, coordonnateur de SOS IGM en sigle, et l'honorable Bissimwa Batandi, merci d'être venu, et Madame Laura qui est avec nous. Dans le gré, l'honorable Alfred Maïcha n'est pas venu suite à d'autres occupations et d'autres invités, mais c'est Pablo. Nous pensons que prochainement, nous allons encore nous retrouver pour continuer ces débats, pour voir dans quelle mesure notre justice transitionnelle doit être opérationnelle dans notre pays en faveur des victimes de guerre de l'Est. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission, et je crois que nous allons nous retrouver prochainement pour parler de ces sujets. Merci et au revoir.